Djokovic utilise le public à merveille pour survivre à un excellent Greek Sport dans un match décousu, Sinner forfait et Tsitsipas qui gifle Zverev. Si tu kiffes le contenu, avant qu'on attaque, n'hésite pas à t'abonner juste ici, ça fait plaisir et ça permet à la chaîne de progresser. Et tu sais quoi? Eh bien on attaque juste après ça. On attaque ce côté réseau avec le dramounet de la journée, le forfait de Jannik Sinner cet après-midi. Malheureusement, l'Italien n'a pas disputé son 8e de finale. La raison, elle est toute simple, la fatigue. Regardez, il a commencé son match la nuit dernière à minuit 20. Le match s'est terminé à 2h37 du matin. Après les différentes formalités d'usage, il est allé au lit à peu près à 5h du matin. Il fallait jouer un autre match aux environs de 17h, et c'était évidemment beaucoup trop court. C'est peu ou prou la justification de Jannik Sinner d'ailleurs sur Twitter. Il a dit « Je suis au regret de vous annoncer que je me retire de mon match aujourd'hui à Bercy. J'ai terminé à 3h du TUM et je ne me suis couché que quelques heures plus tard. J'avais moins de 12 heures pour me reposer et préparer le prochain match. Je dois prendre la bonne décision pour ma santé et mon corps. » Donc il l'explique évidemment, le Masters où il sera l'un des favoris, la Coupe Davis également qui est un objectif important pour Jannik Sinner. Et c'est là qu'on rentre dans le petit dramounet car quelques joueurs se sont immiscés dans la conversation et notamment Casper Ruud, le golfeur très connu. Bravo l'ATP Tour, quelle façon d'aider l'un des meilleurs joueurs du monde à récupérer et à être prêt le plus possible lorsqu'il a terminé son match précédent à 2h37 du matin. Environ 14 heures pour récupérer, c'est une blague. Stan qui a enchaîné, hein, c'est fou, le tournoi n'en a rien à carrer de tout ça, c'est l'ATP qui se contente de suivre ce que le tournoi voudra, toujours la même histoire. Et donc l'idée à Bercy, c'est toujours un peu la quadrature du cercle, on essaye de faire rentrer 6 matchs sur une seule journée, c'est toujours aussi le problème des night sessions avec la double billetterie. Voilà, c'est toujours un peu le même problème en fait, c'est-à-dire qu'on essaie de faire des thunes au maximum, on veut exploiter toutes les possibilités économiques de notre tournoi, tout le monde tire la couverture à lui, hein. Bercy veut pas faire de sacrifice pour les tournois d'après, donc on se retrouve dans une situation qui est absolument intenable. Et j'en ai vu quelques-uns sur Twitter dire « Mais non, c'est du chiquet, c'est pas possible, il a le temps de jouer, il a le temps de récupérer, il est jeune, etc. » Ok. Vous savez où on est là? On est début novembre, on est en fin de saison, c'est un joueur qui a un potentiel de blessure très important, qui a des échéances après, qui a une carrière à construire, qui est encore jeune, il sait très bien, il ressent dans son corps que c'est pas possible d'enchaîner aussi vite. C'est la programmation qui est problématique, c'est la manière dont l'ATP et les tournois manquent de protection par rapport aux joueurs qu'il faut dénoncer. C'est pas Jannik Sinner le problème, pas du tout. Et du coup, l'image de Paris-Bercy, je trouve que c'est celle-là, comme toujours, le GOAT, Matthew Willis, qui vise juste avec cette très belle image qui me rappelle les vieux jeux vidéo des années 80 avec lesquels j'ai grandi, la Master System, la PC Engine, l'Amstrad CPC 6128. Regardez-moi ça, cette petite image d'illustration pixelisée, très touchante je trouve, avec une ambulance sur le court, les joueurs qui sont totalement épuisés, les tribunes clairsemées aussi parce qu'on finit très tard, l'arbitre qui est en train de s'endormir sur sa chaise au clair de lune, et peut-être aussi d'ailleurs le crépuscule de Bercy parce qu'on sent que d'ici quelques années, il risque d'y avoir une délocalisation soit ailleurs à Paris, soit ailleurs dans le monde. Et on bascule sur le coin tactique, 3 matchs aujourd'hui au programme. On commence par Grigor Dimitrov, un match exceptionnel. Alors il y avait un joueur réveillé sur le court, Dimitrov, il était 11h, et un joueur passablement endormi, on va en reparler, Bublik, et je trouve que les choses sont en train de cliquer pour Dimitrov, très en jambes ici, avec une belle course vers l'avant, il les a multipliées, et je trouve aussi qu'on voit le plaisir. Il prend du plaisir sur le court, il y a tout vraiment son jeu qui est en place, et vous le savez, c'est le piège des ultra talentueux, c'est d'avoir cette forme de dispersion. Vous avez tellement de potentiel et de coups dans votre raquette que parfois vous avez du mal à le choisir. C'est ce qui a gangréné le tennis de Shapovalov, c'est Roger Federer, il a réussi à trouver ça, ça a cliqué pour lui à un moment donné, il avait tellement de talent en fait que parfois il n'arrivait pas à choisir le bon coup, le coup idéal, et je trouve que Dimitrov là, c'est vraiment peut-être son âge d'or à 32 ans. Il y a des gens qui sont en forme le matin, d'autres non, et clairement Bubu, il est pas du matin, hein. C'est pas son délire du tout. 27% derrière sa deuxième sur l'ensemble de la rencontre, 5 doubles fautes également, dont une ici pour concéder ce break à 3-0. On va dire qu'il a joué un tout petit peu à partir de 3-0, voilà, il a joué pendant 10 minutes, il a aussi accéléré légèrement dans le deuxième set, mais globalement c'était un semi-tank. Au niveau tactique, on retrouve le plaisir du slice, je trouve, avec un rebond qui est particulièrement bas, au moins sur le court central de Paris-Bercy, et notamment les redirections ici dans cette position. On avait déjà vu Grigor le faire à merveille face à Daniil Medvedev, et là donc vous avez une diagonale de la part de Bublik, et on va rediriger avec un slice fusant ici. Alors difficile forcément à exécuter parce que le câble est le plus haut
ici dans cette position, est vraiment une main merveilleuse, un coup très bas, fusant et assez court qui force une course quasiment défensive, c'est un coup d'attaque parfois le slice. Un match du coup très bien maîtrisé pour Grigott et un échange super sympa j'ai trouvé à la fin. Alors Bubu qui dit ouais moi j'ai dormi 5 heures la nuit dernière, Dimitrov qui dit ouais bah moi j'ai mon ongle qui est tombé, donc c'était voilà les deux bras cassés qui ont échangé des petites amabilités. En tout cas on retrouve un Grigor en grande forme là ces derniers mois et ça fait particulièrement plaisir. Décidément, c'était la fête des revers à une main cet après-midi à Bercy avec Stefanos Tsitsipas qualifié pour les quarts de finale et du coup également pour le Masters dans 10 jours. On a tout de suite senti Zverev qui sortait d'un gros combat face à Hugo Humbert, que les jambes ça moulinait pas super bien, surtout le petit jeu de jambes qui a été difficile, les grandes courses encore ça allait, là on a un retour long de la part de Tsitsipas et on voit très bien un Zverev qui n'arrive pas à se dégager, beaucoup trop difficile. Au niveau presque conceptuel, le jeu de Stefanos Tsitsipas côté revers, c'est qu'il est obligé de créer. Vous le savez, les revers à une main dans la cadence, 5, 6, 7, 8 frappes dans la diago, vous avez tendance à faire des bois, surtout Stefanos, donc il est un petit peu obligé de créer, et je trouve qu'il a bien réussi aujourd'hui. En plus, ça a collé avec les déficiences physiques de Zverev, la belle amortie judicieuse dans ce point, et Zverev qui va ramener la balle mais perdre le point. 2 balles de 4-0 pour Tsitsipas dans la première manche, et attention, il y a une pointe à un moment donné en haut du mollet droit, à surveiller ça sur ses prochains tours. Le Masters aussi, on est en fin de saison, les organismes sont usés. Tsitsipas qui va faire un tout petit peu de rab dans cette première manche, il y a 2 balles de 7 dans ce jeu à 5-3, et comme toujours avec lui, en fait, il a 0 marge. Et c'est ça qui est fou, qui est intriguant, qui est excitant aussi avec ce joueur. Contrairement par exemple à Novak Djokovic qui a toujours une marge par rapport à ses adversaires, bah lui, il faut toujours qu'il soit sur le fil de l'intensité pour bien performer. Les balles de 7, on va voir au niveau du transfert, au niveau de l'engagement, de l'accompagnement, c'est insuffisant. Ici, pareil, sur cette balle de débreak, on n'est pas assez engagé sur le revers et on se fait débreaker. Stefanos qui va s'envoler dans le tie-break de la première manche. Ensuite, il n'y aura plus vraiment d'intérêt sur ce match. On voyait pas du tout Zverev remonter 2 manches avec son état physique. Et là, je voulais vous pointer cette réalisation, le revers long de ligne avec le service volé carrément de la part de Zverev. Et ça, bien sûr, quand Stefanos arrive à toucher de temps en temps ce type de coup, eh bien c'est un tout autre joueur. Et on bascule sur le croque-mitaine Novak Djokovic qui survit à Griekspoor et un match qui est parti dans tous les sens, un match très décousu que je vais vous expliquer évidemment à travers plusieurs palettes. Alors on commence jusqu'à 4-2, Djokovic vraiment à son aise, avec un équilibre du corps et des jambes absolument prodigieux, de la longueur, des angles, bref, un super départ. Et complètement de nulle part, à 45, 4-2 dans ce premier set, il va demander la vidéo sur un revers de Griekspoor, et puis il va se faire remonter, bon an mal an, Griekspoor qui fait, vous allez le voir, un super match, qui débreak. Le service de Djokovic, la pierre angulaire de son jeu depuis 3 ans maintenant, qui va complètement se détraquer. 3 doubles fautes dans ce jeu à 4 partout, dont une ici, hop, qui va être un tout petit peu longue. Et on a un Griekspoor très offensif qui attaque et qui va résister carrément, qui va faire craquer Novak dans la diagonale revers pour breaker. Service à 5-4 pour Griekspoor, et là Djokovic il va plus du tout se battre, il va balancer ce jeu, il va arriver sur sa chaise et demander le petit MTO des familles, il va consommer une petite poudre, un petit sachet, bref, rien de inhabituel. On avance un Novak au bord de l'agonie directement sur le premier jeu de la deuxième manche, Griekspoor qui est super entreprenant sur les retours de service avec son coup droit, qui fait des 1-2 également, retour 1-2, service 1-2, vraiment super bon j'ai trouvé Griekspoor dans cette partie, mais ici, comme par hasard, sur balle de break, le coup droit qui va rester dans la bande et on a un Novak qui est en mode survie. Novak qui va proposer sur l'ensemble de la deuxième manche vraiment un niveau de jeu cataclysmique, il va tenir grâce à son service. Les temps de réaction sont médiocres comme ici dans cette position. Le gainage aussi on sent au haut du corps, hein, il fait pas les efforts. À 4 partout, 2 balles de break pour Griekspoor pour basculer à 5-4, service à suivre. On a un Novak au bord du précipice qui va tenir grâce à son service, son engagement. Service volé sur le premier point, un 1-2 dans cette position. On arrive au tie-break du deuxième et là, la douce odeur. Vous la sentez cette odeur? Évidemment Novak Djokovic, clutchissime dans ces conditions. 5 services pour Novak Djokovic sur l'ensemble du tie-break, 4 premières balles, donc déjà tu revois pas la balle, tu joues pas un deuxième coup quand t'es Novak, ou vraiment un deuxième coup grand max, et puis là surtout un Griekspoor qui peut pas se permettre à 2-0 de faire une double faute dans cette position, tu ouvres la porte à Novak qui va évidemment
en profiter. On avance, nous sommes dans le cœur de la troisième manche. Novak qui va faire un jeu de retour, je trouve, exceptionnel. 30-0 pour Griekspoor. Et là, c'est vraiment le coup droit qui va faire la différence. Sur les points précédents aussi, beaucoup de longueur, de force, d'amplitude de ce côté-là. C'est aussi le bénéfice de sa prise de masse au niveau du haut du corps. Il a plus de force. Le match ne pouvait pas se terminer sans une petite prise de bec avec le public que j'ai trouvé très intéressante parce que il fait une double faute, il se fait débreaker, et là on a le public qui commence à rentrer un peu dans la boucle, et Novak qui va faire « Oh là là, allez, continuez, vas-y, on y va !» Derrière, break blanc sur Griekspoor, il va terminer la rencontre en continuant un petit peu à se prendre la tête avec le public. Alors je pense qu'il y a deux lectures de cette rencontre, si on redevient sérieux quelques instants. La première lecture, c'est que c'est une performance qui est quand même globalement inquiétante, je trouve. Elle présage peut-être pas de ce qui va se passer ensuite sur Paris-Bercy, sur le Masters et la Coupe Davis pour Novak, mais clairement, c'était pas une grande performance. La deuxième lecture, c'est de se dire qu'il avait précisément besoin d'un match comme ça, un match où il a besoin d'aller creuser très très fort dans ses ressources. On l'a senti, il n'y avait pas des bonnes sensations du tout ce soir à Paris, mais pouvoir continuer à remporter des matchs, à progresser. On sent, c'est pas forcément un tournoi où il arrive avec une volonté farouche de le remporter. Il dispute le double, on l'a beaucoup vu sur les plateaux télé et un petit peu en périphérie de Paris. En tout cas, Novak qui passe et le public qui commet encore la gravissime erreur de se frotter à Novak Djokovic. Les gens n'apprendront décidément jamais. Les quarts de finale à Paris-Bercy, demain nous aurons Ubibi contre Grigor Dimitrov à 14 h. Un petit bonbon des îles. Tsitsipas Khachanov, ça nous rappelle l'Australian Open. Dominor Rublev et puis on aura Novak face à Rune Waldmeier. Bref, ça va être une dinguerie. On se retrouve juste après les matchs pour en parler. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et lâchez votre meilleur pouce.